Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire donc, Tourisme circulaire, par où commencer. Je pense qu'on peut commencer ce webinaire rapidement par le programme. Donc, je vais passer bientôt la parole à Stéphanie Morisset, chargée de mission économie circulaire et ESS à la métropole du Grand Paris. Et ensuite, on aura Guillaume Cromer, le directeur de ID Tourisme, qui nous parlera de tourisme durable avec Pierre Georgin de Circulaire, qui nous fera un petit panorama du tourisme et de l'économie circulaire aujourd'hui. Et après, on enchaînera avec un entretien de Nathalie Belbossan, la directrice du programme du label Clé Verte. Et on terminera ce webinaire par un retour d'expérience de François Laval, qui est le gérant du Solar Hotel. Stéphanie, je te laisse peut-être rapidement, évidemment, les quelques bonnes pratiques. Merci de laisser vos micros coupés si vous ne participez pas. Par contre, si vous avez quoi que ce soit que vous voulez échanger avec nous, vous avez une petite fenêtre pour converser. Vous pouvez utiliser le chat. On enverra des messages régulièrement pour vous envoyer notamment des liens que vous pourrez consulter. Voilà. Stéphanie. Merci Léa. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Stéphanie Morisset, je suis responsable de l'équipe économie circulaire et économie sociale et solidaire à la métropole du Grand Paris. On est ravis de vous accueillir tous aujourd'hui. C'est un public un petit peu différent des webinaires qu'on a conduits l'année dernière. Je pense que ce n'est pas complètement inutile de vous faire un petit rappel sur ce qu'on porte la métropole en termes d'économie sociale et solidaire. Notre action se porte essentiellement auprès des communes et des territoires qui nous composent, plus que les acteurs économiques en direct, et se repose sur 3 piliers. Connaître notre territoire avec des partenariats avec des centres de recherche, faire connaître les initiatives économie circulaire comme le Solar Hotel circulaire et solidaire sur le territoire, faire connaître aussi l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire avec des quiz pour vous auto-former. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Internet. Je vois que mon email n'est pas sur le slide, mais Léa peut le rajouter dans le chat. Et on organise également des visites de sites, des webinaires comme ceux-ci. On a un blog grandpariscirculaire.org sur lequel vous pouvez retrouver toutes les belles initiatives en matière d'économie circulaire et solidaire du territoire. On est rattaché à la direction du développement économique, donc il nous a semblé important cette année d'élargir un petit peu le public auquel on s'adresse. Donc on est très heureux de lancer avec le sujet du tourisme notre nouvelle série de webinaires sur les différentes filières concernées par l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire sur le territoire de la métropole, à savoir toutes les filières, mais on a commencé par le tourisme. Voilà. Donc on est ravis de vous voir si nombreux aujourd'hui pour ce sujet qui est d'importance capitale. Merci beaucoup Eléa pour cette introduction et Stéphanie, et merci à la métropole du Grand Paris pour l'organisation de ce webinaire. Et pour commencer, comme vous l'a dit Eléa en introduction, on a une introduction générale sur le tourisme durable avec notre intervenant Guillaume Cromer. Guillaume, bonjour à vous. Salut Pierre, salut à tous, bonjour à tous. Et donc, Guillaume, vous avez été président d'ATD, acteur du tourisme durable, entre 2014 et 2021, et maintenant directeur du cabinet de conseil en marketing touristique, tourisme durable, ID Tourisme. On a voulu vous interroger parce que vous êtes l'un des fins connaisseurs de ce secteur du tourisme, notamment du tourisme durable. Vous observez ces tendances et faites aussi pas mal de prospectives sur comment pourrait évoluer ce secteur du tourisme. Et du coup, ce serait ma première question. Quelle grande tendance est-ce que vous observez dans ce domaine, notamment à l'issue de 2 années de crise sanitaire? Est-ce qu'on va partir sur un rattrapage des voyageurs avec ce contexte un peu de revenge travel, la revanche après 2 ans où on n'a pas pu beaucoup voyager, on se lâche? Et est-ce que cette industrie a été également transformée en profondeur par ces 2 années de crise, notamment en termes de tourisme durable? Merci pour la question. Clairement, on le voit dès à présent. On a déjà en fait des signaux de revenge, de revanche sur les voyages. Moi, je suis
je suis pas certain en fait qu'il y ait un changement en profondeur côté voyageurs, hein, côté grand public. En gros, le changement intervient quand il y a des contraintes. Il y a eu des contraintes pendant le Covid, on était confinés, on ne pouvait pas bouger à plus de 100 km, il y avait des destinations qui étaient fermées, c'était galère de prendre l'avion, etc. Donc à partir de là, en fait, on a modifié nos comportements de voyageurs. Et quand on voit les discours de certains tours opérateurs aujourd'hui, ils disent on a rattrapé le retard. Tout va bien, on a retrouvé les chiffres de 2019, donc c'est cool. Donc je pense que par rapport à nos enjeux autour du tourisme durable et surtout par rapport à l'aspect climat et carbone, c'est clair que tant qu'on n'a pas de contraintes fortes qui pèsent sur l'évolution du comportement des voyageurs, eh ben, on aura toujours de la revanche et on voudra toujours avoir du confort dans le voyage et partir loin et potentiellement carboné. Donc ça, c'est une problématique quand même parce qu'on a une urgence à traiter. Et à côté de ça, je pense que néanmoins, on a quelques éléments qui ont été intéressants par rapport à l'impact du Covid sur les voyageurs. C'est que quand même, on a appris à voyager à proximité, qu'on a vu que c'était potentiellement chouette, cool, qu'il y avait des choses hyper intéressantes à faire en termes de dépaysement de proximité. Et on a eu aussi des aspects autour de l'importance de faire des voyages un peu de contenu, ça veut dire mettre vraiment du contenu, je sais pas, d'apprendre en voyageant, le côté voyage apprenant, le côté un peu expérientiel ou transformationnel, ou en tout cas mettre vraiment du contenu là-dedans. Et ça, c'est plutôt positif aussi pour l'avenir. Donc voilà un peu moi ce que je retiens, en tout cas côté voyageur et côté grand public sur ça. Du côté des institutions, qu'est-ce que vous avez observé du côté des acteurs du tourisme? Est-ce que cette crise les a fait bouger, les a fait évoluer? Est-ce qu'ils ont intégré notamment des notions de durabilité davantage dans leur stratégie, dans leur pratique? Nous, ce qu'on voit chez ATD, hein, acteurs du tourisme durable, c'est que ces 2 dernières années, on a 4 collèges de métiers au sein d'acteurs du tourisme durable et l'un des collèges de métiers, en fait, c'est les destinations. Donc, c'est soit les collectivités, soit les offices de tourisme ou les comités départementaux ou régionaux du tourisme. Ce collège, en fait, a explosé en nombre. On a un nombre vraiment croissant d'adhérents sur ce collège de métiers-là. On est à près de 250 membres adhérents aujourd'hui. Et ce collège, je crois, bientôt va représenter plus de 50% en fait de nos membres, parce qu'il y a une vraie volonté de ces collectivités territoriales en fait de faire évoluer leur politique touristique. Au départ, c'est porté vraiment par l'organisme touristique, hein, donc l'office de tourisme principalement, ou le CDT ou le CRT pour le jargon un peu touristique, comités départementaux ou régionaux du tourisme. Donc c'est porté plutôt par ces acteurs-là, mais forcément financé par les collectivités territoriales. Et on sent que ça devient assez intéressant, je trouve, quand moi j'ai un regard de 15 ans au final de tourisme durable en France. Aujourd'hui, on est vraiment sur repenser aussi même presque les indicateurs de performance du tourisme sur une destination. Ça veut dire qu'on ne va pas juste chercher à avoir le plus de touristes nationaux ou internationaux sur le territoire, mais on va mettre en parallèle le nombre, l'impact économique, l'emploi et peut-être de plus en plus le bilan carbone et le bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme aussi. Ça devient, je trouve, vraiment très intéressant parce que c'est assez nouveau. Et si on arrive à repenser les politiques touristiques, ça veut dire que dans le jargon, en gros, on va repenser le schéma de développement touristique d'une collectivité territoriale. Et ben là, on commence vraiment à être aligné par rapport à nos enjeux, en particulier climat et accord de Paris. Et ça devient vraiment très, très intéressant parce que justement, quand je parlais d'architecture à faire évoluer, là, on commence à toucher à l'architecture et là, ça devient sérieux et crédible. Et donc, ça, c'est très bien, quoi. Très bien. Et si on prend maintenant le cas des grandes villes, des grandes métropoles, donc les métropoles ont été particulièrement affectées, on peut penser à Paris, au Grand Paris, par l'évolution de ces 2 dernières années par rapport à la pandémie, beaucoup moins de voyages d'affaires notamment, beaucoup moins d'événements, donc ça a forcément impacté ces acteurs-là. Est-ce que, quand on parle de tourisme durable dans une grande ville, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une spécificité et comment est-ce que vous voyez le tourisme évoluer dans ces grandes villes qui dépendent de ce type d'événements notamment et du tourisme international? Oui, il y a forcément des spécificités. Hein,
c'est le fait d'avoir quand même beaucoup de public au même endroit. Et on a, pour certaines destinations urbaines, hein, pas toutes, mais une certaine part importante en fait de clientèle internationale et surtout de clientèle en fait qui va venir en avion. Et on sait que pour ceux qui sont pas au courant, mais il y a eu un rapport de l'ADEME au niveau national sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme. Et en gros, 77% en fait du bilan GES du tourisme en France, c'est le transport des visiteurs. Et sur l'ensemble du bilan, 41%, c'est l'aérien. Donc ça pèse quand même très très fort en France, la question de l'aérien et de la mobilité touristique. Donc c'est clair que les destinations urbaines en fait sont largement touchées en fait par cette question-là. Donc en gros, c'est assez clair que les métropoles ont un rôle très très fort à jouer en matière de tourisme durable, en allant justement interroger en fait l'ensemble des parties prenantes et d'aller se poser les bonnes questions sur comment on fait mieux, que ce soit sur la question du tourisme d'affaires. Là, je lisais encore un truc sur le tourisme sportif et les grands événements et tout ça. Donc c'est clair qu'il y a un enjeu très très fort en fait sur ça. C'est quelque chose qui impacte énormément sur le climat, mais globalement aussi positivement en économie, sur l'emploi. Donc il faut vraiment arriver à intégrer l'ensemble de ces éléments. Et ce que je vois ces derniers temps, c'est que ça bouge. Sur le dernier classement du GDS Index, qui est le classement international des villes engagées en matière de tourisme durable à l'échelle mondiale, on a 2 métropoles en France qui sont classées dans le top 10. On a Lyon qui est 7e et Bordeaux qui est 9e. Et donc, il y a un vrai engouement aujourd'hui pour intégrer ça par les offices de tourisme et par les collectivités territoriales, avec à la fois de l'appui des collectivités pour permettre aux hébergeurs de faire leur rénovation et leur transformation, et l'office de tourisme qui va amener des bonnes pratiques, amener des solutions, et bien entendu après aussi faire un travail de communication et de promotion. Mais je trouve que ça bouge beaucoup dans les villes. En plus, j'ai vu qu'il y avait Thomas Deschamps, office de tourisme de Paris, qui était présent, et c'est vrai qu'on a un petit réseau maintenant d'offices de tourisme urbain très engagés qui discutent, qui échangent les bonnes pratiques et tout ça. Et je trouve ça hyper vertueux. Et vraiment, ce côté coopétition, là, c'est vraiment formidable. Et c'est peut-être un élément fort, justement, de ce tourisme circulaire, c'est de travailler plus ensemble entre les villes, même si peut-être qu'on est peut-être concurrents sur certains points, mais au final, partager les bonnes pratiques pour que la destination France dans son ensemble soit de plus en plus engagée, bah, c'est tout ce qu'on souhaite pour l'avenir. Et je retiens du coup l'importance de mesurer, d'intégrer des nouveaux indicateurs pour pouvoir avoir ce tableau de bord qui permet d'orienter les politiques locales, notamment en termes de tourisme. Ça paraît important. On va mettre dans le chat un lien vers un certain nombre d'articles que vous avez publiés, et notamment, je crois qu'il y en a un justement sur le pilotage des politiques locales de tourisme. Et ATD a sorti un guide pratique sur justement les nouveaux indicateurs de performance de destination pour justement sortir en fait de la vision assez classique de taux d'occupation moyen des hébergements qui augmente, nombre de visiteurs, mais essayer de regarder et peut-être d'aller chercher des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de chercher pour mesurer de manière plus globale en fait l'attractivité et la performance d'une destination touristique. Et je retiens également l'importance d'aller voir les bonnes pratiques, d'échanger avec d'autres villes, notamment en France, voilà, pour créer cette destination France durable et la préparer pour les années futures. Et puis, peut-être l'urgence à Paris, parce que vous avez parlé d'événements sportifs. Je pense que dans 2 ans, on en a quand même assez. Je crois qu'il y a des trucs qui se préparent, ouais. Exactement. Donc, il va falloir effectivement faire avancer ces sujets-là. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette introduction et à très bientôt. On va mettre encore dans le chat des liens vers plein de ressources que vous partagez qui sont inspirantes, notamment sur la prospective également. Dans cette séquence, je vais vous proposer un panorama en une dizaine de minutes de l'économie circulaire appliquée au secteur du tourisme. Donc, on entend beaucoup parler du coup de tourisme durable. Maintenant, est-ce que cette thématique d'économie circulaire peut s'appliquer au secteur du tourisme? On va essayer d'y répondre ensemble. Et avant de se pencher sur l'économie circulaire, je voudrais vous présenter quelques chiffres clés sur le secteur du tourisme et ses impacts environnementaux. Tout d'abord, le secteur du tourisme, c'est 8%
des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du monde, dont les 3/4 sont liés au transport. À l'échelle de la France, ce sont 118 millions de tonnes de CO2 qui sont produites par le secteur du tourisme à lui seul. C'est l'équivalent des émissions de 11 millions de Français. Et 40% de ces émissions sont liées notamment simplement au trafic aérien et 20% également au secteur de l'hébergement et de la restauration. Mais les impacts environnementaux du secteur du tourisme ne se limitent pas aux émissions de gaz à effet de serre. C'est un secteur qui est également très fortement consommateur de ressources naturelles et qui est générateur de déchets également. Une étude qui a été publiée par le ministère de la Transition écologique qui montre que les communes les plus touristiques en France vont avoir une consommation d'eau, d'énergie et de déchets supérieure, voire très supérieure à la moyenne nationale. Donc plus 211% pour la consommation d'eau, plus 287% pour la consommation d'énergie et plus 27% pour la production de déchets. Si on prend le cas des déchets plus spécifiquement, qui nous intéresse dans le cas de l'économie circulaire notamment, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a une production de déchets supérieure dans le cas de communes touristiques? Il y a une étude qui a été menée à l'échelle de 11 villes européennes dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Urban Waste et qui a été retranscrit par l'Institut Paris Région, qui essaie de chercher les causes et en questionnant un certain nombre de voyageurs dans ces 11 villes européennes, il a été montré que si 51% des personnes considéraient qu'ils triaient leurs déchets autant qu'à la maison, eh bien 40% d'entre eux affirmaient le faire dans une moindre mesure. Et ça, c'était notamment pour majorité, non pas à cause d'un manque de volonté, du fait de bien gérer, de bien trier ces déchets, mais simplement par manque d'informations, peut-être des informations sur le tri, sur les consignes de tri qui étaient données dans une langue étrangère ou des systèmes peut-être différents des pays d'origine et considérés comme complexes. En termes de déchets, il y a notamment les déchets d'emballage qui sont particulièrement importants dans le secteur du tourisme, notamment dus à la restauration et à l'événementiel. Si on prend simplement la consommation de repas hors du domicile, ce sont 37 milliards d'emballages rien qu'en France qui sont générés chaque année par ce secteur, dont 32% dus à la restauration à table et 31% dus à la restauration rapide, qui sont deux domaines dans lesquels le tourisme joue un rôle très important. L'événementiel également, je prends simplement un exemple, dans le cadre du Marathon de Paris, ce sont 650 000 bouteilles d'eau qui sont distribuées chaque année. Et pour la petite histoire, également 24 tonnes de bananes. Donc on voit qu'il y a un sujet sur les emballages, il y a un sujet sur les déchets d'emballage, sur les déchets organiques également. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là? Parce qu'on est aujourd'hui dans une économie qui peut être considérée comme une économie linéaire. Qu'est-ce qu'on entend par une économie linéaire? C'est notre économie d'aujourd'hui, c'est l'économie qu'on a héritée de la révolution industrielle et également de l'après-guerre avec l'essor et la massification de la consommation. Dans cette économie, on extrait des ressources naturelles pour les transformer en produits que l'on va consommer et en fin de vie, on va les jeter. C'est vraiment tout le principe de l'économie linéaire qui se basait sur deux hypothèses. La première, c'est qu'on pouvait extraire des ressources de façon infinie, que la planète pouvait nous en mettre à notre disposition de façon infinie, et puis qu'en aval, on pouvait ne pas se préoccuper particulièrement de ce que deviendraient tous ces biens de consommation, toutes ces matières, puisque le système Terre pouvait se régénérer et absorber tous ces rejets et pollutions. Alors, ces deux hypothèses se sont révélées fausses, puisque du côté des ressources, aujourd'hui, si chaque être humain dans le monde vivait comme un Français, eh bien, il faudrait 2,9 planètes pour assouvir et pour fournir tous les matériaux, toutes les ressources qui sont disponibles, qui sont nécessaires pour la production, pour assouvir cette consommation.
Et à l'autre bout de la chaîne, il y a une étude de la Banque mondiale qui a montré que si on continuait sur cette tendance en termes de production de déchets, eh bien, d'ici 2050, la production de déchets serait supérieure de 70%. Aujourd'hui, on est là pour parler du coup de l'économie circulaire. L'idée, c'est de sortir de ce modèle d'économie linéaire. Et pour ça, je vous montre d'un point de vue un petit peu théorique dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend par l'économie circulaire. Là, vous avez l'économie classique dite linéaire, dans laquelle on extrait des ressources, qu'on transforme, pour fabriquer des produits qui vont être distribués et ensuite consommés, utilisés. En fin de vie, si tout se passe bien, ces biens de consommation, ces matériaux vont être collectés. Dans une économie linéaire, il n'y aura pas de récupération autre que de la valorisation énergétique ou voire une mise en décharge pour une grande partie de ces biens et de ces matériaux. L'idée de l'économie circulaire, c'est de recréer des boucles qui permettent d'éviter cette fuite vers l'environnement et de perdre, de gaspiller ces matériaux notamment. Il y a deux types de boucles. Il y a les boucles organiques, par exemple celle du compostage, le compostage domestique ou le compostage industriel, qui permettent de faire revenir les matériaux, les éléments organiques. On a parlé de peau de banane juste avant, c'en est un exemple. Les faire revenir dans notre système productif et dans le cadre du compostage domestique, à la maison par exemple, ou dans le cadre d'un établissement touristique, conserver ces matériaux organiques sur place. Il y a aussi la méthanisation qui peut permettre de créer du biogaz. Ce qui nous intéresse davantage dans le cadre du secteur du tourisme, ça va être les boucles techniques, donc tout ce qui n'est pas organique, tout ce qui a été créé à partir de la transformation de matériaux. Et là, je vais vous attirer votre attention sur la longueur des boucles qui va être particulièrement importante. On a des boucles courtes. Les boucles les plus courtes vont être celles, par exemple, de mutualisation, de partage des biens qui permettent d'éviter, de maximiser l'usage des biens qui sont déjà en circulation. Une autre boucle va être celle du réemploi, de la réutilisation. L'idée, c'est de conserver les biens tels quels ou de les faire évoluer, mais marginalement, pour les faire repartir dans un circuit de consommation sans passer par la case du recyclage, qui est une des boucles de l'économie circulaire, mais qui est une boucle plus longue. Pourquoi plus longue? Parce que donc, il va falloir collecter évidemment les biens et ensuite les acheminer vers des filières de revalorisation. Donc ça nécessite du transport et ensuite des procédés industriels pour retransformer la matière et recréer des nouveaux produits. Et ça, c'est consommateur, c'est émetteur de CO2, c'est consommateur d'eau et d'énergie également. Maintenant, comment est-ce que l'économie circulaire peut s'appliquer très concrètement au secteur du tourisme? Et là, on a pris un exemple important pour le tourisme qui est l'hôtel-restaurant. Eh bien, on a identifié 7 axes de circularité qui vous montrent un peu l'étendue. Encore une fois, l'idée est de faire un panorama de tout ce qui peut être fait en matière d'économie circulaire. Le premier axe, si vous avez la possibilité de le faire, va être sur les bâtiments. Donc, c'est à la construction, évidemment, à la rénovation, mais aussi dans l'entretien des bâtiments et tout ce qu'on peut faire évoluer dans un bâtiment. Pour ça, on peut travailler sur la maximisation des usages des espaces. Je prends un exemple, un parking d'un hôtel n'est peut-être pas utilisé à 100% toute l'année. Pourquoi ne pas louer ces places de parking qui peuvent être utilisées pour d'autres usages? Évidemment, les bâtiments peuvent être éco-conçus pour consommer le moins d'énergie possible et obtenir derrière une labellisation énergétique. Deuxième axe, celui de la communication et de la sensibilisation. On va pouvoir sensibiliser à la fois les clients, les sensibiliser aux éco-gestes. Ça peut passer par un système de nudge, ce type d'incitation, des petites affiches qui orientent le comportement des clients vers un comportement éco-responsable. Ça peut aussi passer par la formation du personnel pour éviter le gaspillage alimentaire, pour doser correctement les produits d'entretien, par exemple. Un troisième axe va être celui du mobilier et de l'équipement, qui est particulièrement important dans le cadre d'un hôtel-restaurant. Si on prend le cas du petit électroménager, eh bien là, on peut être sur une boucle relativement courte puisqu'on va pouvoir proposer ce type d'objet en partage à la demande. En termes de gros électroménagers, peut-être s'équiper
d'électroménagers reconditionnés qui sont passés par une structure qui les aura reconditionnés, réparés et remis en circulation, ou alors peut-être louer cet électroménager. Le mobilier, il peut être acheté et conçu en matériaux recyclés, upcyclés, ou bien issus du réemploi. Donc voilà, différentes boucles possibles pour le mobilier également. Et puis, pourquoi pas proposer des services de mobilité douce, par exemple des vélos en partage. Quatrième axe, l'événementiel. Donc l'événementiel, on l'a dit juste avant, c'est particulièrement générateur de déchets. Et là, ce qui va particulièrement impacter ce secteur-là, ça va être notamment la législation qui va petit à petit supprimer tout ce qui est plastique à usage unique, notamment pour la restauration, les couverts, les bouteilles, etc. Donc essayer de trouver des alternatives. Les goodies également qui n'ont peut-être pas totalement leur utilité dans ce cas. Et puis les décors, la signalétique qu'on va pouvoir éco-concevoir, travailler sur les matériaux, peut-être également travailler sur la réutilisation et dans ces cas-là, proposer une signalétique ou un décor qui soit réutilisable d'un événement à l'autre, qui ne soit pas spécifique et qu'on va devoir jeter puisqu'il n'est plus pertinent pour le prochain événement. Cinquième axe, le textile. Important également dans un hôtel-restaurant, tous les linges de chambre, etc. Là, on peut travailler sur les approvisionnements, travailler sur de l'approvisionnement local potentiellement, regarder les filières qui existent. Par exemple, au niveau national en France, on a la filière lin qui peut être intéressante pour ce type de matière. Et puis, pourquoi pas, et même peut-être de façon centrale, aller sur des textiles qui soient durables, pour qu'ils puissent être utilisés le plus longtemps possible avant d'être éventuellement jetés pour leur donner une seconde vie, ou alors des textiles qui seraient loués par des structures professionnelles qui s'occupent de ce type de location de textiles. Également la formation du personnel sur les consignes de lavage, par exemple. Sixième axe, les consommables. Là, on va travailler sur la réduction des emballages, sur les approvisionnements, très importants, approvisionnement en alimentation, évidemment, pour les petits déjeuners, pour les repas, travailler le plus possible en circuit court, essayer de travailler sur une logistique qui ne produise le moins de déchets possible. En ce qui concerne les produits d'entretien, essayer d'éviter d'avoir toute une gamme, se poser la question de la nécessité d'avoir toute une gamme de produits d'entretien, ou plutôt partir sur voilà, un nombre plus restreint de produits d'entretien, mais multi-usages. Aller sur du vrac également, des produits d'hygiène qui soient rechargeables. Et puis, encore une fois, se poser la question de l'opportunité de proposer des produits d'accueil à usage unique et potentiellement les supprimer. Et enfin, septième axe, souvent l'économie circulaire est amalgamée avec la notion de valorisation des déchets et de recyclage. C'est évidemment un axe important, mais ça n'est pas le seul, vous l'avez vu. Dans le cadre d'un des hôtels-restaurants, il y a l'obligation du tri 5 flux qui a été mis en place à partir de 2016 avec un objectif de 100% d'établissements qui sont passés au tri 5 flux au 1er janvier 2022. Donc, on est censé y être arrivé. Très important également, la collecte séparée des biodéchets qui pèsent très lourd dans nos poubelles, dans nos ordures ménagères. Et puis, essayer d'imaginer des systèmes de dons pour les surplus alimentaires ou encore les textiles usagés. Ça peut paraître beaucoup de petites actions, mais des actions qui chacune vont avoir leur importance. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent sur chacun de ces axes. Je vais les brosser assez rapidement. Sur le bâtiment, vous avez une plateforme comme CycleUp qui travaille sur le réemploi des matériaux. Vous pouvez aussi proposer des hébergements insolites à partir par exemple, dans le cas de bateaux, il s'agit d'anciens bateaux de plaisance qui sont réutilisés pour créer des hébergements ou des espaces de réunion, des espaces de coworking, dans le cadre notamment d'hébergements de plein air. Également travailler sur les peintures, par exemple, ça, dans le cadre d'une rénovation assez basique d'un hôtel ou d'un restaurant, essayer de partir sur des peintures non nocives, par exemple celle proposée par Algo, une solution bretonne qui propose des peintures à base d'algues. Au niveau de la communication, de la sensibilisation,
interrogez-vous sur le nudge, renseignez-vous sur cette notion qui permet, voilà, encore une fois, d'inciter les clients à orienter leur comportement vers des comportements éco-responsables de façon ludique, de façon voilà, amusante et non contraignante. En ce qui concerne le mobilier et les équipements, on a également des solutions qui sont à disposition, y compris dans le Grand Paris, avec par exemple l'atelier Extramuros qui propose du mobilier sur mesure à partir de bois récupérés et revalorisés. Et également sur l'électroménager, une entreprise comme Envie, qui est une entreprise d'insertion qui collecte et reconditionne l'électroménager pour le remettre en circulation. Pour ce qui est de l'événementiel, on l'a dit, beaucoup d'emballages, beaucoup de couverts, etc. Une obligation de sortir du plastique à usage unique. On peut évidemment revenir à des couverts réutilisables, lavables. Et pourquoi pas, justement, proposer une autre expérience aussi aux clients, en profiter pour proposer une autre expérience avec, par exemple, des couverts comestibles. Voilà, des petites cuillères, des petites fourchettes qu'on va manger à la fin du repas. Et notamment proposé par Couvi, une société basée dans le Grand Paris. Au niveau du textile, on a parfois du mal à s'y retrouver entre les différentes matières, à faire les choix. Orientez-vous peut-être vers DreamAct qui propose un guide des différents matériaux écologiques, ou encore une société comme Du Beau Linge qui propose de donner une seconde vie au linge d'hôtel. Au niveau des consommables, là, deux solutions. Une sur l'approvisionnement alimentaire, la solution Promus par exemple, qui est un grossiste alimentaire qui vous permet de vous alimenter en produits frais en circuit court. Et puis, j'en ai parlé, les déchets issus de la logistique et de la livraison, avec par exemple une solution comme Pandobac qui permet des livraisons de produits frais en zéro déchet, puisque Pandobac va récupérer les bacs qui sont ensuite lavés et réutilisés. Et enfin, pour ce qui est de la valorisation des déchets, il y a énormément d'acteurs qui sont maintenant sur ce segment. Au niveau des biodéchets, des déchets alimentaires, également les invendus alimentaires qui peuvent trouver une valorisation au travers de solutions comme Phoenix ou Too Good To Go. Et puis, le tri et la collecte des déchets classiques, on va dire, qui peuvent être réalisés par des structures, y compris des structures assez innovantes qui proposent également de la sensibilisation. Je pense aux joyeux recycleurs, par exemple, qui va proposer des affiches et de la transparence sur ce que devient ce qu'on va placer dans ces poubelles de tri et la valorisation qui en sera faite derrière. Beaucoup de solutions, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être terminer avec une synthèse sur les 4 défis pour passer à un modèle circulaire dans le domaine du tourisme. Le premier, c'est d'identifier ces solutions, identifier les solutions qui sont les plus pertinentes pour vous. Pour ça, je vous propose de vous référer à la plateforme grandpariscirculaire.org, notamment, qui référence les solutions circulaires dans le Grand Paris. Deuxièmement, adopter une démarche holistique. Ce qu'on entend par là, c'est, vous l'avez vu, il y a beaucoup de petites actions qui peuvent être réalisées, certaines d'importance, mais en tout cas, essayez d'ancrer ça dans une démarche plus globale à l'échelle de votre établissement et qui permette derrière de proposer une expérience client qui soit différenciante. Voilà, ne pas considérer la mise en place de ces solutions comme une contrainte, mais au contraire comme une opportunité pour faire évoluer l'expérience de vos clients. Pourquoi pas utiliser l'occasion d'un voyage, d'un séjour dans un établissement pour sensibiliser à un mode de vie plus circulaire. Et enfin, communiquer, mais communiquer de façon intelligente. Et pour ça, la clé pour nous, ça va vraiment être de communiquer de façon authentique. Expliquez votre démarche, expliquez où est-ce que vous en êtes, soyez transparent sur voilà, le fait que vous n'êtes pas parfait, mais que vous essayez au maximum de faire évoluer votre modèle et essayez également de mesurer votre impact avec des indicateurs de performance qui permettent voilà, de chiffrer et de communiquer de façon claire cette démarche que vous aurez mis en place. Voilà un petit peu pour le panorama du tourisme circulaire. J'espère que c'était clair pour vous. Et justement, sur ce dernier point de la communication et de la transparence, je vais proposer à notre prochaine intervenante, Nathalie Belbossan, de nous rejoindre.
Nathalie, vous êtes directrice du programme de tourisme durable Clé Verte au sein de l'association Terragir, donc un label qui permet d'évaluer et de référencer des acteurs, des établissements notamment qui s'inscrivent dans une démarche de tourisme durable. J'aimerais vous poser une première question justement sur ce processus de labellisation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, nous rappeler quelques chiffres clés peut-être sur Clé Verte, notamment en France et sur le territoire du Grand Paris. Et quels critères est-ce que vous mobilisez pour labelliser des établissements Clé Verte? Oui, merci Pierre, bonjour. En préambule, je souhaite juste dire qui on est, parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse Terragir. Et donc Terragir, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général et qui fait partie du réseau international des fondations pour l'éducation à l'environnement. Donc nous, on a 3 grandes priorités. C'est faire en sorte que des professionnels s'engagent dans le domaine du tourisme pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité et lutter contre les pollutions sous toutes leurs formes. Et donc ça, on le fait à travers des labels, parce qu'on trouve que ce sont des outils intéressants, dont le label Clé Verte pour les hébergements touristiques et les restaurants. Alors en France, le label Clé Verte a un palmarès de 855 établissements labellisés en 2022. Ces établissements représentent 25 millions de nuitées touristiques. Et à l'international, il y a plus de 3200 établissements qui sont labellisés sur une 60aine de pays, plutôt sous l'appellation Green Key, pour le coup. Donc, nous, en fait, notre priorité, c'est d'accompagner au changement. Et donc, le label, c'est un outil intéressant parce qu'à travers un référentiel, il engage des établissements dans une démarche qui est volontaire. Ça, c'est important. C'est vraiment un choix de l'établissement d'aller dans cette démarche. Et l'outil du label permet de reconnaître ceux qui sont engagés, qui ont atteint un certain niveau, en l'occurrence le niveau qui correspond à la 60aine de critères que nous on considère comme étant impératifs par rapport à nos 3 grands objectifs que je vous ai cités. Très bien. Et du coup, cette notion d'économie circulaire, comment est-ce que vous l'intégrez justement dans ces critères de labellisation? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de critères justement qui rentrent dans ce domaine? Oui, tout à fait. En fait, là, je vais citer nos 7 grandes thématiques de critères et on va retrouver beaucoup de choses que vous avez mentionnées précédemment sur la façon dont un hôtel-restaurant peut s'engager. Donc, nous, on a 7 grandes thématiques qui s'appliquent de manière un tout petit peu différente selon les typologies d'établissements parce que nos référentiels ne sont pas exactement les mêmes pour les hôtels, auberges de jeunesse que pour les campings et bien évidemment pour les restaurants. Donc, la première thématique, c'est celle qu'on appelle la politique environnementale de manière générale. Et là, on traite les sujets de formation du personnel, les sujets de RSE. La formation du personnel, elle est primordiale. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire dans son poste pour participer à préserver l'environnement. Et les gestes sont différents selon les différents types de postes, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important de notre point de vue. Et au niveau de la RSE, on va avoir un certain nombre de critères qui vont porter notamment sur des logiques de dons, par exemple, aux associations, des logiques de réemploi. Donc au niveau de la RSE, c'est là qu'on va retrouver des choses en lien avec l'économie circulaire. Ensuite, on a tout un chapitre sur la sensibilisation de la clientèle, puisque quand elle séjourne dans un établissement, elle est forcément partie prenante. Donc là, il y a des logiques d'éco-gestes, forcément, pour diminuer les consommations d'eau et d'énergie. Il y a aussi des logiques de sensibilisation sur les différentes activités qu'on peut mener dans l'environnement et sur l'usage de mobilité douce, par exemple. Donc ça, c'est des critères sur lesquels nous, on va être très attentifs. Et pour la clientèle affaires, sur toute la thématique en fait, de l'organisation d'événements, vous en avez parlé, qui peuvent très facilement être générateurs effectivement, de beaucoup de déchets, par exemple. Donc c'est un point sur lequel on insiste. Ensuite, on a 3 catégories qui sont un petit peu plus techniques. Hein. On a la gestion de l'énergie. Donc là, l'idée, c'est clairement de diminuer les consommations d'énergie au sein de l'établissement. Alors, il y a une logique de type d'énergie qu'on utilise, mais aussi d'isolation du bâtiment, d'équipement qu'on choisit pour que ceci soit économe et d'habitude, effectivement, de processus de gestion centralisée, par exemple, de l'énergie et notamment des bonnes habitudes quand l'établissement n'est pas rempli. Pour isoler des parties entières et loger personne, par exemple, dans ces parties-là. On a la thématique de la gestion de l'eau. Sur la gestion de l'eau, il y a 2 grands enjeux. Il y a préserver la ressource en eau pour éviter qu'elle soit polluée et diminuer la consommation en eau. Donc là, un petit exemple très simple qui résonne facilement. Par exemple, on a un critère sur le débit des douches.
où on doit être un maximum 9 litres par minute. Donc à 9 litres par minute, on peut tout à fait avoir une sensation de confort qui est très qualitative. On a des hôtels 5 étoiles qui sont labellisés clé verte, donc c'est pas une restriction. C'est une question d'équipement en fait, qui soient les bons. Et si on prend les 25 millions de nuitées touristiques du palmarès clé verte, cela représente à peu près en fait 1 milliard de litres d'eau économisés par l'ensemble des labellisés clé verte en France par rapport aux consommations moyennes d'une douche en France. Et peut-être, Nathalie, si on prend parce que là, vous avez parlé de différents types d'hôtels, y compris des hôtels avec différents nombres d'étoiles, etc., de différents standings. Est-ce que la localisation compte également? Est-ce qu'un hôtel qui va être basé dans une grande ville, par exemple dans le Grand Paris, va être évalué de la même manière? Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que vous faites une différence entre les hôtels qui sont en ville ou pas? Alors non, le référentiel de critères pour les hôtels est le même, quelle que soit la destination, littoral, montagne, urbain, outre-mer, campagne. Donc c'est le même référentiel de critères. Avoir des équipements hydroéconomes, la question est la même pour tout le monde. S'assurer que, alors en ville, on est toujours quasiment sûr que la distribution et la collecte de l'eau, voilà, sont bien faites parce qu'on est rattaché forcément, mais néanmoins on va le contrôler avec la même attention. Et donc le référentiel ne change pas. On peut en ville aussi travailler sur ces économies d'énergie. On travaille sur la diminution en amont du volume de déchets produits par l'établissement et sur le tri. Donc le fait d'être en ville ou à la campagne, le sujet se pose de la même façon. Pour les achats responsables, les sujets se posent de la même façon. Si l'établissement est en ville, qu'on parle des achats alimentaires, c'est vraiment un point qui est très important. Donc d'acheter des produits bio, locaux, de saison, privilégier les circuits courts, ou on parle des produits d'entretien. Vous parliez de rationaliser sa gamme, c'est sûr, mais en plus de la rationaliser, aujourd'hui, très sincèrement, il n'y a aucune raison de ne pas avoir tous ces produits de nettoyage du quotidien qui sont éco-labellisés ou éco-certifiés. Enfin, l'offre, elle est abondante, elle est comparativement intéressante financièrement, donc il n'y a pas de raison, voilà, de ne pas être capable de répondre en tout cas à ça. Alors, peut-être qu'une raison ou une crainte va être celle du coût, mais est-ce qu'on peut peut-être lister les bénéfices, les raisons pour lesquelles voilà, ces hôteliers vont se lancer dans ce type de démarche? Comment est-ce qu'ils s'y retrouvent, malgré peut-être des investissements ou des coûts peut-être plus importants à l'achat? Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'aujourd'hui, il y a 3 grandes craintes à l'engagement des établissements. La première crainte, c'est le temps qu'on va y passer. La deuxième, c'est ce que ça va coûter. La troisième, c'est la technicité, en fait, du sujet et le fait de ne pas savoir vraiment ce qu'il faut faire. Alors, sur le temps, oui, ça prend du temps de s'engager dans un projet, hein, comme tous les projets. Donc, effectivement, il faut être prêt à consacrer ce temps, notamment dans les périodes où on a des soucis de recrutement potentiellement. Sur l'argent, le sujet est un petit peu différent parce que quand on met en place toutes les bonnes pratiques d'économie d'eau, d'économie d'énergie, de diminution du volume de déchets, ce sont des charges d'exploitation récurrentes que l'on diminue très nettement. Donc, il faut prendre ça en compte et notamment sur tout ce qui sont équipements hydroéconomes, le retour sur investissement est rapide. Sur les sujets énergétiques, ça peut être un peu plus long. Là, il faut ne pas hésiter à se tourner vers le Fonds de tourisme durable de l'ADEME et le Fonds pour la transition écologique des TPE-PME, parce qu'il y a un certain nombre d'aides aujourd'hui qui existent. Donc voilà, sur cet enjeu, en tout cas économique, il peut y avoir des économies. S'engager dans une démarche de développement durable, c'est aussi une bonne gestion de l'établissement parce que d'une part, on anticipe les futures réglementations. D'autre part, on a vu le nouveau classement hôtelier arriver. Il y a quand même énormément de points à prendre aujourd'hui avec une démarche de développement durable avancée. Hein. Donc, quand on a le label clé verte, c'est simple, on va aller prendre tous les points. Donc, c'est quand même important pour le classement. Et puis, alors après, sur l'aspect économique, il y a quand même un gros sujet qui est celui de la clientèle. Aujourd'hui, on a une clientèle qui est quand même de plus en plus mature sur ces sujets, qui souhaite voir les établissements et les professionnels s'engager. Ils sont plus de 80% dans la dernière étude Booking à dire qu'ils souhaitent réserver un hébergement durable. Donc voilà, on est vraiment sur des actions concrètes hein, qui sont imaginées dans la tête des consommateurs. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et alors, au-delà de l'aspect économique, qui d'ailleurs est valable pour la clientèle loisir comme affaires, hein, puisque les entreprises qui ont des démarches RSE poussées vont aussi avoir des attentes pour leurs séminaires. On a ensuite, comme autre bénéfice important de se lancer dans une démarche, l'enjeu forcément environnemental. Hein. On participe à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable, on participe à faire sa part. Voilà, c'est la démarche du colibri et tout le monde doit s'engager. On participe aussi à préserver sa destination touristique, hein, puisque quand on préserve son territoire, c'est quand même la destination touristique derrière qui est en jeu.
Et il y a un troisième aspect, avec les 3 piliers du développement durable, qui est l'aspect social. Aujourd'hui, s'engager dans une démarche RSE, c'est un beau projet fédérateur pour les équipes. C'est un projet qui est mobilisateur, notamment pour des équipes souvent jeunes, dans un secteur qui a besoin de recruter, de fidéliser. La jeune génération est très sensibilisée sur tous ces enjeux, donc c'est une bonne façon de les mobiliser. C'est quelque chose qui est vraiment important pour tout le personnel d'entretien, parce que quand on privilégie les produits d'entretien qui sont sains pour la santé du personnel, sain pour l'environnement, et ben forcément au quotidien c'est très important pour eux en termes de manipulation. Et puis on participe aussi, on va dire plus sur l'enjeu du territoire, à créer tout un écosystème d'acteurs engagés en faveur de l'éco-responsabilité. Et là, on joue son rôle aussi sur le territoire. Alors justement, peut-être une dernière question là-dessus, Nathalie, parce qu'après, on va laisser la parole à un labellisé justement basé à Paris, le Solar Hotel. Sur cet aspect territorial, est-ce qu'on y va forcément seul sur ce type de démarche? Est-ce que vous voyez un intérêt peut-être à travailler collectivement avec un écosystème de solutions ou aussi avec d'autres hébergeurs, d'autres restaurateurs et quels avantages est-ce que vous voyez à adopter une démarche un peu collective sur ces sujets-là? Alors nous, on trouve ça vraiment super qu'il y ait une mobilisation au niveau du territoire qui crée un peu effectivement cet effet effervescent où plusieurs acteurs s'engagent en même temps. Et on le soutient notamment via des systèmes de partenariat qu'on a pu mettre en place avec la métropole de Tours, avec la ville de Marseille ou avec des départements, la Haute-Garonne, l'Hérault, la Sarthe. Enfin, quand on crée une logique au niveau du territoire, on va pouvoir créer des réunions de sensibilisation pour emmener tous les acteurs ensemble vers le début d'une démarche. On va pouvoir les accompagner à travers des ateliers de candidature. On va pouvoir identifier des solutions territoriales qui répondent à certains besoins et qui vont être bénéfiques pour différents établissements du même territoire. Donc, c'est vraiment une façon, en tout cas, d'enclencher une dynamique. Et puis, Guillaume le citait tout à l'heure, il y a aussi des territoires qui cherchent à se positionner sur le GDS Index, donc qui cherchent collectivement à progresser. Et quand tous les établissements s'engagent en même temps, ça permet aussi de marquer des points pour ces labels de destination qui sont importants aussi dans la logique, on va dire, d'accueil de séminaires ou d'événements internationaux. Donc là, il y a possibilité effectivement de créer une dynamique et c'est sûr que les métropoles, les agences départementales du tourisme ont des vrais rôles à jouer dans ce cadre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie. On a bien compris les bénéfices de s'engager dans ce type de démarche de labellisation qui n'est pas seulement obtenir un label, mais voilà, une démarche globale qui vise à l'amélioration continue. Et puis, on retient aussi cette notion d'ancrage local et de collaboration entre les acteurs que Guillaume avait mentionné en introduction également et qui permet d'avancer collectivement ensemble. Merci beaucoup, Nathalie. Et comme je l'ai dit, on va tout de suite donner la parole à un labellisé justement avec le Solar Hotel. Et pour ça, je laisse la parole à ma collègue Eléa. Merci Pierre. Bonjour donc François, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté. Alors je ne crois pas qu'on vous entende. Non. Une fois. Super, ça fonctionne. Donc oui, le Solar Hotel qui est labellisé Clé Verte et vous en êtes le gérant. Peut-être vous pourriez nous présenter brièvement votre établissement pour commencer. Oui, rapidement, c'est un hôtel familial, ce qu'il y a de plus classique. Il a été fondé par mon père en 90 et c'est en 2009 qu'on a décidé de passer au concept Solar Hotel, c'est-à-dire s'engager dans une démarche de développement durable. C'est un petit hôtel, il y a 35 chambres, on travaille en famille, on travaille tous ensemble depuis au moins une dizaine d'années. Et donc, depuis 2009, on a décidé de s'engager parce que c'est nos convictions aussi, de base. Et comment on a fait à l'époque, on ne savait pas. En 2009, c'était un peu compliqué de savoir par où commencer, par quel bout. Donc, la première chose qu'on a faite, c'était de faire procéder comment on appelle ça, j'ai plus le mot, un bilan carbone, pardon, voilà, qui a été financé à 50% par l'ADEME à l'époque, parce que ça coûtait très très cher. C'est les seules subventions d'ailleurs qu'on a décidé de chercher à obtenir, parce que l'idée c'était toujours de prouver en quelque sorte qu'on pouvait être engagé dans le développement durable, dans une démarche de développement durable, et être rentable sans bénéficier de subventions. Donc, on l'a fait progressivement et petit à petit, voilà, on a obtenu des labels, notamment la Clé Verte, qui était le premier label qu'on a obtenu à l'époque, en 2009. Je crois qu'on l'a obtenu en 2010, donc, un an après notre décision de changer de route. Et d'ailleurs, je crois que cette démarche, ça vous a permis d'obtenir la note maximale sur ce label, donc bravo encore. Et
peut-être on peut rentrer un peu plus dans le détail sur concrètement quelles actions vous menez, notamment d'économie circulaire dans votre hôtel. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure, notamment par Pierre. Nous, évidemment, il y a énormément de choses qu'on a faites depuis plus de 10 ans maintenant. En ce qui concerne l'économie circulaire, sans faire forcément une liste exhaustive, mais il y a des choses qui vont un peu reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Le mobilier, c'est une des choses les plus marquantes chez nous. On a par exemple du bois de récupération dans les chambres. Voilà, on n'achète pas du bois tout neuf à chaque fois. Quand il y a quelque chose qui est abîmé, voilà, on a ce matériel de récupération qui permet de ne pas gâcher, tout simplement. Le mobilier aussi, une chose, c'est par exemple, dans aucune chambre, vous verrez 2 chaises identiques. Toutes nos chaises, ce sont des chaises qui ont été récupérées de cafés, de restaurants, de bars à côté. Quand ils se débarrassent de leurs chaises, nous, on est là, on dit oui, attendez, nous, on veut des chaises. Et puis voilà, on profite de ça pour justement renflouer un peu notre mobilier. Donc, ça permet non seulement d'éviter du gâchis, mais ça permet aussi de faire des économies puisqu'on nous les donne. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant. Concernant l'eau, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui a été dit. On a des récupérateurs d'eau. Alors, on a la chance d'avoir un jardin. Donc, on peut se permettre d'avoir 2 récupérateurs d'eau de 1000 et 1500 litres qui nous permettent justement donc, de récupérer l'eau de pluie et ainsi, alors, soit alimenter le sous-sol en eau, donc pour tout ce qui est eau non potable, évidemment, soit alimenter en eau le jardin, arroser les plantes, etc. Donc, ça nous permet, juste ces 2 récupérateurs d'eau nous permettent d'économiser beaucoup d'eau, qui serait évidemment perdue puisque c'est de l'eau de pluie. Nous, on trie évidemment tous nos déchets. Un de nos objectifs, c'est évidemment de réduire au maximum les déchets, que ce soit les déchets organiques ou les déchets plastiques, carton, etc. Donc, pour les déchets organiques, déjà, on en a très peu parce qu'on a recours en fait à des grandes portions qu'on dispatche au fur et à mesure. Donc, ça évite déjà de gâcher. Et le peu de déchets qu'on a, on a un compost, hein, tout simplement, qui est tout petit et très peu utilisé au final. Et ce qui est bon signe, ça veut dire qu'on arrive à gâcher très peu de nourriture. Et il en va de même un peu pour les produits, les déchets plastiques, pardon, qui sont très peu nombreux chez nous parce qu'on utilise évidemment des grands bocaux, des grands sacs et tout qui nous permettent de produire vraiment très peu. Et le peu qu'on produit, évidemment, on le trie. Voilà. On a des poubelles de tri sélectif à l'accueil, on a des poubelles de tri sélectif derrière le bar. Donc, voilà, ça nous permet tout ça, globalement, d'avoir vraiment très peu de déchets et de les trier. Le peu qu'on a, on les trie. Ça fait beaucoup d'actions mises en place. Je pense que vous pourrez donner quelques petits conseils. Mais juste avant, je me dis qu'avec toute votre démarche, tout ce que vous avez réussi à mettre en place, aujourd'hui, il y a peut-être aussi c'est un moyen de vous différencier de votre concurrence. Est-ce que vous constatez ça, notamment au niveau de votre clientèle, par exemple? Est-ce qu'elle a évolué au fil du temps? Alors, la clientèle, elle a évolué, ça c'est sûr. Depuis 2009, en tout cas, moi, avant 2009, bon, j'étais encore au lycée, donc forcément, je ne vois pas trop. Depuis 2009, je vois un peu l'évolution, notamment la clientèle qui vient justement pour ces questions de développement durable. Elle a évolué en 2009. En tout cas, mon sentiment, c'est que c'était une population plus âgée, souvent des retraités qui s'intéressaient à ces questions. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes, de couples de jeunes, même voilà. Quand je dis jeunes, c'est moins de 50, voilà, sans froisser personne. Mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est vraiment, il y a une évolution. Après, c'est toujours assez délicat. Nous, de temps en temps, on essaye un peu de savoir un peu la tendance, de savoir est-ce que les gens réservent chez nous parce qu'on a un hôtel engagé, ou est-ce qu'ils réservent chez nous pour d'autres raisons, parce que c'est à côté de là où ils veulent aller, ou parce qu'on n'est pas cher, bien placé, etc. On fait faire des sondages de temps en temps, et tout à l'heure, Mme Belbas-Bossan parlait de ces statistiques Booking. Nous, on fait un peu ces mêmes statistiques, on a à peu près les mêmes résultats, mais c'est toujours un peu biaisé parce qu'un client à qui on va poser la question répondra plus facilement qui vient pour une démarche de développement durable ou que c'est ce qu'il cherche à la base, plutôt que de dire oui, je cherche un hôtel pas cher, bien placé. Donc, je pense que c'est pas, je crois que le chiffre c'était 80%, je pense qu'on est un peu en dessous. Je pense qu'on est un peu en dessous, mais ça monte. Ça, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent ça. Et l'idée, évidemment, c'est de toujours trouver le juste milieu entre être engagé, mais quand même
même si ce n'est pas incompatible, bien sûr, proposer une expérience client optimale. Voilà. Donc, la démarche ne doit jamais empiéter, en tout cas, pour nous, jamais empiéter sur la qualité du séjour à l'hôtel. Ok, merci beaucoup. Peut-être là, en 1 minute, si tu avais des conseils à partager pour des... Oui, bah c'est des conseils. Alors, moi, je donne des conseils pour un hôtel de mon type, hein, c'est-à-dire un petit hôtel de 3 étoiles. Évidemment, les palaces ne seront pas concernés. La première chose, vous en parliez tout à l'heure, évidemment que c'est un coût, mais ce n'est pas vraiment un coût, c'est plutôt un investissement sur la durée. Donc, il faut le faire petit à petit. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est on l'a fait petit à petit. Hein, comme tous les hôtels, on a une trésorerie. Donc, par exemple, quand on a changé les ampoules ou les récupérateurs d'eau, les économiseurs d'eau, etc., enfin, toutes les actions qu'on a mises en œuvre, on l'a fait petit à petit parce que sinon, voilà, on n'avait tout simplement pas les moyens. Et puis, évidemment, c'est rentable en fait sur la durée. Donc, il faut le faire petit à petit. Il faut s'adapter un peu à ce qu'on est, à ce qu'on veut proposer. Et même, j'ai envie de dire de manière un peu cynique, même si on n'est pas vraiment un écologiste, hein, vraiment, même si on n'a aucune conviction dans le domaine, ça vaut le coup en fait. Moi, je dis souvent ça aux gens qui viennent me voir, ça vaut le coup puisque c'est rentable. Nous, ça nous a permis, de réduire nos charges d'à peu près 8%, nos charges globales, hein, je parle hors masse salariale, pardon. Donc, c'est vraiment très, très bien, quoi. Juste ça, juste pour ça, c'est bien. Et en plus, comme on le disait, ça permet de se différencier, donc d'attirer une clientèle spécifique. Donc, c'est gagnant-gagnant, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu quelques petites questions passer dans le chat. Je vous laisserai y répondre. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Il est Exactement. 17 h. Tout à fait. Merci beaucoup, Eléa. Merci François. Et effectivement, il est 17 h et c'est l'heure de nous quitter, mais pas avant un petit mot de conclusion par Sarah Jacob, qui est chargée de mission tourisme et patrimoine à la métropole du Grand Paris. Sarah, je vous laisse la parole pour la conclusion. Merci beaucoup. En fait, le mot de conclusion, le mot de la fin, c'est surtout un mot de remerciement déjà aux participants. On était une 60aine à suivre ce webinaire cet après-midi. Un merci également aux intervenants, à nos 4 intervenants, aux personnes qui ont organisé ce webinaire, et je pense tout particulièrement à Pierre, Eléa, Stéphanie et Annabelle. Et puis, un dernier merci aux partenaires de la métropole qui ont contribué à diffuser l'invitation au webinaire, donc le département des Hauts-de-Seine, l'Office de tourisme et des congrès de Paris, Seine-Saint-Denis Tourisme, Val-de-Marne Tourisme et Loisirs et le Welcome City Lab. Et pour terminer, je voulais également vous dire qu'on va organiser un 2e rendez-vous dédié au tourisme circulaire, cette fois-ci en présentiel. Ce sera début juin, on vous confirmera la date un peu plus tard. Et pour préparer au mieux les thématiques de ce rendez-vous, on va vous envoyer très rapidement un petit questionnaire à remplir. Donc, merci par avance pour votre participation. Et puis, belle fin d'après-midi.